Place à Michel Polacco, que beaucoup connaissent, j'imagine, journaliste, aviateur, ancien secrétaire général de l'information de Radio France, et donc qui va nous faire discours de réception sur ce que veut dire être aviateur et journaliste. Ben oui, un challenge. Merci Michel. Bonjour à tous. Je suis très touché de me retrouver devant vous, puisque vous représentez l'une de mes deux familles. J'ai une famille dans la presse, où j'ai gagné ma vie et où j'ai travaillé pendant près de 60 ans, 53 ans salarié. Et puis j'ai une famille dans l'aéronautique que j'ai pratiquée pendant une cinquantaine d'années aussi, et qui a commencé pour moi bien avant que je commence à travailler, puisque ma marraine était une aviatrice. Elle était l'épouse de Max Holst, Paul Holst, et chez elle se trouvaient toutes les maquettes de soufflerie des appareils que son mari avait développés, ou tenté de développer, ou imaginés avant-guerre, pendant la guerre et après-guerre, et qui ont débouché sur le Broussard, le Super Broussard, devenu ensuite, avec Nord Aviation, le Nord 262. Alors, ils se sont quittés et elle m'a beaucoup parlé de ses amies aviatrices. Elle a beaucoup volé. Jacques Nottinger, d'ailleurs, a volé avec elle et me racontait aussi les relations qu'elle avait eues. Elle avait été à l'école de Maryse Bastier à Orly. Vous voyez, ça nous donne des idées dans les années 30. Et puis son mari, qui, après avoir eu des difficultés financières à Reims, a laissé son entreprise à Pierre Klostermann, qui est devenu Reims Aviation, qui a travaillé pour Cessna, et qui, donc, Max Holst, est parti au Brésil, où il s'est installé dans un petit bureau sur le terrain d'aviation de São José dos Campos, et où il a développé un petit bimoteur à aile basse qui s'appelait l'EMB 110, Bandérante, Embraer, le premier avion Embraer, puisque la société a été créée à ce moment-là, qui a été parfaitement réussi, qui a été le début d'une grande histoire, puisque aujourd'hui Embraer est le troisième constructeur mondial d'avions, et nous en savons tous quelque chose. Donc voilà, j'ai poussé un peu dans ce petit creuset, mais en même temps, les hasards de la vie ont fait que mon chemin s'est dirigé vers le journalisme, et que j'ai pratiqué le journalisme sous des formes diverses et variées. Donc aujourd'hui, on m'a dit de vous parler de journaliste et aviateur, donc c'est ça que j'essaye de développer. Je fais ceci évidemment devant mes parrains, François Aubry, qui m'a encouragé et entouré pour devenir membre titulaire de l'Académie, et Jean-Claude Hironde, qui avait prononcé un discours que je n'oublie pas lors de mon admission, et qui sont devenus des amis, Jean-Claude en particulier, nous nous voyons très régulièrement. Donc voilà, c'est un peu ma vie que je vous raconte, donc c'est très, comment dirais-je, tourné vers moi, hein. Je ne voudrais pas que vous pensiez pour cela que je ne pense qu'à moi, je pense au contraire beaucoup à tous les autres, à tous ceux que j'ai eu la chance de rencontrer et de côtoyer tout au long de ma carrière. Donc je suis devenu journaliste, j'ai travaillé sur tous les sujets que traitent les journalistes, les faits divers, les petits événements sans intérêt, les crimes, les accidents, puis les affaires politiques, les élections présidentielles. J'ai suivi tout ça à travers mes différents travaux à la radio, Europe 1, France Inter, à la télévision, ce qui s'appelle France 3 aujourd'hui, etc. Mon premier accident d'avion, j'étais à France Inter, c'était le Viscount de Noir-Étable qui s'était écrasé. Et à l'époque, j'avais suivi ça avec intérêt, mais je dois dire que je n'y connaissais rien et je ne pratiquais pas encore l'aviation. Et puis, petit à petit, au fil du temps, le virus de l'aviation a poussé chez moi. Et donc, alors que le week-end pour Europe 1, je montais dans un petit rallye en place arrière pour transmettre des informations sur la circulation routière, tous les week-ends. Hein. À l'époque, on travaillait 6 jours par semaine et moi, c'était souvent 7. J'ai eu envie de m'y mettre. Et donc, j'ai commencé à apprendre à piloter à Toussus-le-Noble. Et puis, en même temps, à Sarlat, dans mon aéroclub
je dirais maintenant natif, puisque c'est là que j'ai passé mon brevet de pilote avec un vieil instructeur qui s'appelait Lamorel, qui était un homme de la vieille école et un homme passionnant. Et donc je suis devenu un aviateur à la marge, mais j'étais essentiellement un journaliste. Sauf que il y a eu à un moment donné une rencontre entre ce journaliste et cet aviateur. Ça a été le Salon du Bourget, lorsque Albert Ducrot, qui ne voulait pas le couvrir parce qu'il faisait essentiellement l'espace, Thierry Datis a quitté Europe 1 alors qu'il couvrait un peu les salons du Bourget. Du coup, je me suis retrouvé à aller couvrir des salons du Bourget. Et donc, à m'immerger un petit peu dans cet univers et dans ce tissu aéronautique. Et en même temps, ça m'a donné envie de poursuivre, ce qui fait que j'ai passé des licences de pilote professionnel d'avion, d'hélicoptère, dans les années 70 et 80. Puis je suis devenu instructeur, etc. Enfin voilà, j'ai fait tout mon parcours journalistique jusqu'à la direction de chaînes de radio, dont France Info, et tout mon parcours de pilote jusqu'à, je dirais, l'accession à des diplômes qui m'auraient permis de rentrer dans le transport aérien. Le militaire, c'était hors de question. Je n'en avais ni la capacité ni l'âge. Il était bien trop tard, puis je ne crois pas que j'avais eu la vocation non plus. Mais à un moment donné, tout ça, ça s'est donc rencontré. Et petit à petit, j'ai commencé à fréquenter. Alors, ma première fréquentation passionnante, ça a été, je crois, en 72, lors des essais de Concorde, lorsque, pour Europe numéro 1, nous avons été invités par l'équipe de la SNIAS à l'époque, dirigée par le général, j'ai oublié son nom. Non, avant. C'était Sud Aviation même. Et donc, à l'époque, on a fait un vol pour Europe numéro 1 en Concorde sur le 001. Un vol au cours duquel il y avait des essais de moteurs qui étaient prévus au-dessus de la Manche. Et on avait emmené avec nous un journaliste qui était une vedette de France Inter, de Europe 1, qui s'appelait André Arnaud. Et quand il est revenu le lendemain dans son journal, il a dit « c'est formidable ». C'était un Toulousain. C'est formidable cet avion, c'est incroyable. Je suis allé faire pipi et ça tombe dans le trou, même dans les virages. Voilà, donc vous voyez qu'il avait déjà une certaine compréhension de l'aérodynamique. Bon, je ne vais pas prolonger là-dessus, sinon que relations avec Air France, le pilotage à deux, les Boeing 737 qui ne peuvent pas rentrer en ligne, les grèves de pilotes, l'accident de Nantes, où je me retrouve reporter sur cette affaire, collision entre un Coronado et un DC-9 au-dessus de la balise de Nantes pendant le plan Clément Marot, contrôle militaire. Les pauvres militaires avaient échoppé de la nécessité de contrôler le transport, la circulation aérienne, puisque les contrôleurs civils étaient en grève. Ça a débouché sur une catastrophe liée au fait que ce plan Clément Marot était une connerie indicible et que donc, à un moment donné, 2 avions sont entrés en collision. Il y a eu 70 morts, je crois, dans le DC-9 qui s'est écrasé au-dessus de la balise de Nantes. Le Coronado s'est posé à Cognac, aidé par les militaires avec 1,50 m d'aile en moins. Enfin, vous voyez, ça a été quand même une histoire assez terrible. Mais donc, là, j'ai fréquenté les contrôleurs de la navigation aérienne. J'ai découvert un peu cet univers de la navigation aérienne. Et puis, j'ai eu l'occasion de me passionner un peu pour ces questions techniques liées à l'exploitation de l'aviation. Et puis, j'avais marqué quelques petites idées comme ça. Oui, d'abord, je voulais dire que quand je suis devant vous, à peu près tous les visages qui sont ici me rappellent un événement. Alors, je ne parle pas de Jean Pinet, qui est là et qui, pour moi, est évocateur, évidemment, de bien des aventures que je ne vous raconterai pas, vous les connaissez toutes par cœur. Je veux parler, je ne sais pas, d'Alain Garcia, de Gérard Rosenknop, que j'ai connu alors que je crois qu'il dirigeait l'École nationale de l'aviation civile. J'étais venu lui rendre visite à l'époque où on était en train de terminer à peu près la certification de l'Airbus 320. Et l'ENAC avait développé un simulateur de cheval pour l'école de Saumur. C'est ça ?
Voilà. Et donc, je suis venu inaugurer le simulateur de cheval de l'école de Saumur. Mais je n'ai depuis jamais oublié Gérard Rosentop, n'est-ce pas? Parce qu'il est éternellement lié pour moi à l'histoire du cheval et à Saumur. Voilà. Bon, mais je peux parler de Gérard de Courville, je peux parler de, je ne sais pas, évidemment Michel Vacadem, que j'ai connu dans plusieurs de ses fonctions, et puis Jean-Claude Hironde, et puis quelques autres dont je dirai les noms dans un instant, parce que c'est vrai que ce métier a été pour moi l'occasion de rencontrer beaucoup de gens que j'ai souvent beaucoup aimés, avec qui parfois je suis devenu ami, et même parfois ami très intime. Alors je mets comme ça dans le paquet, évidemment, l'équipe Concorde, André Turca, Henri Perrier, pour lequel j'avais beaucoup d'affection et dont j'ai été extrêmement peiné qu'il disparaisse dans les conditions qu'on sait et pendant un procès que j'ai trouvé honteux et intolérable. Michel Rétif, qui est toujours parmi nous, même si je sais qu'il est un peu en difficulté de mouvement. Bon, Edmond Petit, je veux parler de lui parce qu'on a parlé d'histoire il y a un instant. Ça a été quand même un brillant historien de l'aviation. Il a écrit des sommes et aujourd'hui il a disparu. D'ailleurs, dans mon activité de journaliste aviateur, toujours un peu à cheval sur les deux, j'ai eu quand même le plaisir de rencontrer Armand Lotti, qui habitait quai Louis-Blériot, à côté de la maison de la radio, et que j'allais voir régulièrement, avec qui j'avais des conversations passionnantes sur les temps anciens. Mais j'ai eu aussi le plaisir de rencontrer beaucoup et d'avoir beaucoup d'affection pour Jean Pierson. Et je me souviens d'une anecdote. Un jour, le directeur de la communication d'Aérospatiale, alors je ne parle pas de Barbara Kracht, qui était qui était responsable de la communication d'Airbus, avec Bob Alizard d'ailleurs à un moment donné. Donc j'allais dire, oui, Jean Pierson. Le prédécesseur de Jean Pierson, Bernard Latière, quittait ses fonctions et il fallait trouver un successeur. Et évidemment, c'était la guerre en Europe pour savoir si ce serait un Français ou un Allemand, puisque les Français et les Allemands étaient à parts égales dans le groupement d'intérêt économique Airbus Industrie. Les Anglais avaient 20%, les Français et les Allemands avaient à peu près 40% chacun. Je ne parle pas des Belges ou des Espagnols. Et à l'époque, il y a eu un gros lobbying auquel j'ai accepté de participer parce que je trouvais ça sympathique. Je ne sais pas que j'aime pas les Allemands, mais j'aime bien les Français. D'ailleurs, j'aime beaucoup moins les Allemands ces temps-ci. Je trouve qu'ils deviennent beaucoup moins sympathiques avec le temps qui passe. J'espère que ça va s'arrêter là. Et donc, nous avons quelque part, par des efforts nombreux et de sources bien différentes, réussi à ce que ce soit Jean Pierson qui prenne la direction d'Airbus à l'époque. Et il faut reconnaître que ça a été une ère extrêmement bénéfique pour Airbus, qui s'est remarquablement développé dans la lignée de ses pairs. Roger Béteille, qui était un homme que j'ai aussi eu le plaisir de côtoyer, qui était un homme formidable. Bernard Ziegler, qui a disparu il y a peu, mais nous avons toujours le plaisir de rencontrer Pierre Beau de temps en temps, de rencontrer quelques autres de cette belle équipe. Et d'ailleurs, j'en dirai un petit mot parce qu'on a eu quelques aventures ensemble. Puis il y a eu Henri-Paul Puel aussi avec ATR, qui a été aussi une aventure sympathique. D'ailleurs, j'ai écrit une douzaine de bouquins. Un jour, un éditeur, Priva, m'a appelé, m'a dit, voilà, on doit répondre à un appel d'offres pour faire un livre sur ATR. Alors on s'est demandé si ça vous intéresserait. J'ai dit, bah oui, non seulement ça m'intéresse, mais ça me passionne, parce que je dois dire que j'ai été passionné par cet avion. Dès le départ, j'ai trouvé qu'il était bien foutu, qu'il était intelligent, qu'il était simple, rustique, robuste, voilà. Et l'histoire a montré que finalement, c'est le dernier survivant de l'histoire des commuteurs régionaux à turbopropulseurs et qu'il a encore apparemment beaucoup d'avenir derrière lui. Et donc, à un moment donné, l'entreprise a été dirigée par HPP. Et il faut reconnaître que HPP était un personnage en couleur, comme Claude Terrazzoni, que j'ai vu tout à l'heure à l'image. Mais je pense à d'autres gens, comme Henri Martre, comme Louis Gallois, comme Bernard Capillon, qui a dirigé l'état-major de l'armée de l'air, et qui a aussi été patron de la SNECMA, et qui était un homme vraiment d'un très agréable contact, avec qui on est devenus de vrais amis.
Et puis Gérard Guyot, que vous connaissez moins, mais qui a été à la fois aux essais en vol, au CEV sur le développement du Mirage 4 et de l'arme nucléaire, puis sur Concorde, puis sur Airbus, et avec qui j'ai eu le plaisir de faire le tour du monde en 1993 à bord du World Ranger. Et nous étions à l'époque 22 à bord, dont une hôtesse allemande qui l'avait dégotée chez Lufthansa. Et les autres étaient des ingénieurs, des techniciens, des constructeurs d'avions, moteurs, etc. Et on avait un équipage de 5 hommes qui était composé de Bernard Ziegler, Pierre Beau, Nick Warner, qui a disparu, hélas, dans un accident tragique ici à Toulouse, Jean-Marie Mathios et Gérard Guyot, donc, qui est devenu un grand ami et que je vois très régulièrement. Mais j'ai eu le plaisir aussi de rencontrer du monde dans d'autres entreprises, comme Dassault. Là, je voyais tout à l'heure Bruno Rovelin-Falcoz, pour lequel j'ai une grande admiration, parce qu'au début des années 2000, il nous a ouvert les yeux sur l'avenir des drones. Et je n'oublierai jamais les petits ducs, les grands ducs et les moyens ducs, et la petite démonstration qu'il nous avait fait avec des maquettes sur le terrain de Dreux, Senonches, qui est un terrain abandonné. Brigitte, son épouse, que j'aime beaucoup et que j'ai connue d'ailleurs bien longtemps avant lui et qui est une ancienne pilote de ligne d'Air Inter. Alors vous voyez, toutes ces rencontres sont formidables. Là, je vois l'amiral Feuillois qui rit. Feuillois, je l'ai connu lorsqu'en 1985, je crois, j'ai été catapulté sur le porte-avions Foch à bord d'un Zéphyr. Le commandant devait s'appeler De Ramon, mon pilote s'appelait Taillard. Et c'est pareil, pour un journaliste, vous vous rendez compte la chance inouïe qu'on peut avoir quand on pratique ce métier. Et mon métier n'était pas de m'occuper d'aéronautique et d'espace. J'avais des véritables fonctions dans les entreprises de presse où je travaillais. Et ça, c'était mon loisir. C'est ce que je faisais en plus, en arrivant à m'absenter un peu et en échangeant mes jours de repos, etc., etc. Et donc, je suis allé plusieurs fois à bord de nos porte-avions. Ce qui m'a d'ailleurs ouvert la porte, ça a été l'Institut des hautes études de la défense nationale, puisque j'ai été auditeur de la 38e session. Et vous le savez, tout le monde le sait, c'est la meilleure session de l'Institut des hautes études de la défense nationale, historiquement la meilleure session, n'est-ce pas? Et donc j'ai connu comme ça l'amiral Feuillois, alors que j'ai pour une fois et une seule fois pris mon envol avec un avion. Et on est revenu d'ailleurs, hein, les nouvelles sont bonnes. On est parti, on est revenu. On a fait un Voltaire et puis on est revenu vraiment ensuite se poser. Et sinon, j'y suis allé évidemment de nombreuses fois en hélicoptère. Alors évidemment, il y a des gens du monde de l'hélicoptère aussi ici, nombreux et variés, que je pratique depuis plus de 40 ans. Alors là aussi, si vous voulez, l'accident a été présent dans mon histoire. Je suis parti aux États-Unis pour apprendre à piloter sur un Robinson R-22 qui venait de sortir des usines Robinson. Ça faisait 2 ans qu'ils avaient commencé à les fabriquer. Il n'y en avait aucun en Europe. C'était des petits hélicoptères qui ne coûtaient pas cher. J'étais parti aux États-Unis. Et là-bas, l'heure de vol, c'était $60. Vous voyez, c'est pas cher, $60. Donc j'avais acheté un billet d'avion par British Council Travel, je ne sais pas quoi. Et j'étais allé à Livermore, en Californie, et là-bas j'ai été lâché par un pilote qui s'appelait Jim Stevens, qui était un pilote de ligne de TWA, qui avait 20 000 heures de vol, dont 5 000 heures d'hélicoptère. Et le malheur a voulu qu'après un déjeuner, pas arrosé du tout, il emmène un pilote d'avion qui n'avait jamais fait d'hélicoptère pour lui faire une démonstration d'autorotation. Puis il a dû y avoir une mauvaise manœuvre de la part de ce pilote. Ils se sont écrasés, ils ont brûlé tous les deux. Enfin, je suis rentré le 11 novembre 1981, assez désespéré en France, et interrogé pendant quasiment 2 ans par téléphone, par la FAA, par le NTSB plutôt, sur les conditions de cet accident. Donc c'est vrai que la vie d'aviateur est parfois parsemée d'événements heureux, et heureusement, mais parfois d'événements moins heureux. Et il est vrai que dans mon métier de journaliste, on a toujours eu tendance à s'intéresser beaucoup plus à moi lorsqu'il y avait des mauvaises nouvelles que lorsqu'il y avait de bonnes nouvelles. Et c'est pour ça que j'ai acquis une espèce d'image de spécialiste des questions d'accident, on va dire, pire que de sécurité, parce que ce serait presque flatteur. Ce serait flatteur. Ce qui m'a amené à être en contact avec des gens comme Jean-Paul Troadec, que je vois ici, mais que j'ai connu bien longtemps avant qu'il ne soit patron du bureau d'enquête et d'analyse, puisqu'il n'est plus le bureau d'enquête et d'accident.
que j'avais connu, bureau d'enquête et d'analyse, alors qu'il était dans les locaux de la DGAC, dirigé par un monsieur dont j'ai oublié le nom, bien avant Paul-Louis Arslanian, et qui est un laboratoire, si je puis dire, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, même si parfois il passe des gens pour lesquels j'en ai moins, mais enfin ça c'est la nature des personnalités. Il y en a des bons, et il y en a des moins bons, c'est l'histoire. Mais il y en a eu des très 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 bons, très honnêtes et surtout très difficiles, très courageux. Parce que c'est difficile d'être courageux quand on donne des analyses qui peuvent avoir de l'influence sur des événements économiques, sociaux, industriels. Et c'est vrai que des accidents comme Absem, comme le Mont-Saint-Odile, comme la F447, etc., sont des sujets de polémique à n'en plus finir, que évidemment on oppose des corporations, les ingénieurs, les pilotes, les réglementeurs, et que dans tout ça, il faut arriver à faire le tri, à donner sa part à chacun, à le faire honnêtement. C'est quelque chose de difficile parce que chacun défend ses intérêts. Et je trouve que globalement, au pire parfois, entre les lignes, le bureau enquête et d'analyse, ou accident à l'époque, a toujours été capable de donner les éléments factuels qui permettaient à chacun et qui permettent à chacun de se faire son opinion. Alors j'ai parlé de Tour du Monde il y a un instant, j'ai eu aussi le grand bonheur en 1992, invité par Air France, de faire le Tour du Monde en Concorde, avec le commandant Delorme, le commandant Boyer, 3 copilotes, dont un qui s'appelait Jean Marcot, avec qui je suis devenu très ami et qui malheureusement a disparu à Garges-les-Gonesse le 25 juillet 2000 lors de l'accident du Sierra Charlie. Et je dois dire que Concorde a accompagné ma vie. J'ai d'ailleurs évidemment écrit un livre sur Concorde. A accompagné ma vie puisque, comme je vous l'ai dit, un de mes premiers reportages au début des années 70 s'est fait à bord d'un Concorde, du Concorde numéro 1, du premier prototype, du 001. Et que j'ai fait le dernier Paris-New York. Et ensuite, quand on a arrêté les Concordes, et qu'entre-temps, j'ai vécu tous les grands événements, heureux et moins heureux, notamment avec Edgar Chillot, qui n'est pas membre de notre association, de notre confrérie, mais qui est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection et d'estime et qui a été capable d'accompagner l'accident du Concorde, puis la remise en ligne du Concorde et de maintenir et de motiver ses équipages. Donc voilà, c'est donc un peu de mes aventures, un peu de mes rencontres. Bon, j'ai pas beaucoup parlé d'espace, pourtant l'espace me passionne autant. Et je suis en détail l'affaire Artemis. J'étais à Houston au mois d'octobre avec un copain pilote de ligne qui s'appelle Lajoux. Et nous sommes allés voir Jean-Loup Chrétien là-bas, puisqu'il est toujours prestataire pour la NASA. Il nous a fait faire une visite formidable de la NASA. Jean-Loup Chrétien, ça a été mon premier contact véritable avec l'espace. 1969, comme tout le monde, j'étais à peu près en âge. J'ai regardé l'homme marcher sur la Lune, la nuit, en noir et blanc, sur une télévision floue. Et puis 1982, j'étais dans un bureau à France Inter. J'étais au placard parce que je pensais mal, donc je faisais partie des gens qui avaient été éliminés. Donc je présentais les journaux de fin d'après-midi et du soir. Et on est venu me dégoter. On m'a dit, on a une liaison avec Salyut 7, tout de suite, il faut que tu viennes. Et je me suis retrouvé en ligne avec Jean-Loup Chrétien qui était dans Salyut 7. On avait droit à 7-8 minutes, le temps de visibilité de la station. Et donc j'ai interviewé Jean-Loup comme ça, et ça a été le début d'abord d'une amitié, et puis deuxièmement d'une aventure, puisque je me suis beaucoup intéressé à tout ce monde du spatial que je continue à suivre, et j'y compte quelques bons amis, Jean-Loup bien sûr, mais Michel Tonini, Jean-François Clairvoy, Claudie, notre amie Claudie, son mari, Jean-Pierre, etc., etc. Et c'est vrai qu'ici, au sein de l'Académie, nous avons beaucoup de gens qui sont des spécialistes du spatial. Le spatial est une véritable chance pour la France et pour l'Europe. Je regrette un peu que ce soit aujourd'hui beaucoup plus une chance pour l'Europe que pour la France, parce que j'ai l'impression que nous sommes un peu comment dirais-je, sur la réserve. La place de la France diminue fortement dans les projets, et c'est fort dommage. Mais je crois qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut se battre. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait mon temps. Je n'ai pas mesuré ni chronométré, parce que sinon je peux continuer à vous parler pendant 1 heure. On s'arrête là.
on s'arrête là. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli au sein de l'Académie de l'air et de l'espace, et je me réjouis d'être parmi vous. Au revoir.